وثيدي دي توالين تيكو 5 سنة البوسكين ذوين أكون يسوها من أما كاكرا ذاكن إذيك التام زواروث ذي الجزائر الدفاع ونيال أذليس إيوران ثلاث تزايري تيني منقر الدرجة الويجلانس في وماهي كين يجرزن مليح مليح ربح سبع ذا بروفيسور سوسيولوجية أكثر أنثروبولوجية تتلاينت نا لانثروبولوجي لينغويستيك دي تزاويت نواران في السنات نا لونيفرسيتي اورون 2 يراد من المكان يون ونيال سوازاليس سميات فحله يفرض تزريين فرانس فانون ذا كان عيني دي بوين الولها فنشتكي بوز لي ساكين وتصل الحفله سيمرو ذا كان يغاث سي سكيل ثلاثينيث لكن يتوارون الثقبيليث إيه نساولاس يربح السباع وكنا نتسين أوغان أفنشتاكين نسا كيد نير دي تزواران تيدير دي وهران ويصغار يكيس فرانسيس دونك أتيلي تدوي تاكي تدي ونث ثلاثة فرانسيس je viens de vous introduire brièvement donc vous êtes professeur de sociologie d'anthropologie linguistique à l'université d'Oran 2 vous venez de publier un roman de grande valeur qui a eu une bonne critique dans la presse algérienne, absolument. Et même internationale aussi, c'est Fahla. Même international, exact. Voilà. Même international. Voilà, Tezouara et Azul Masrabah. Azul, Habibi. D'accord, donc voilà, donc brièvement, avant de rentrer dans le vif du sujet, le roman, Fahla, ce serait bien de nous introduire brièvement qui est professeur Rabah Ben Sba. Oui, alors maintenant, les gens se sont habitués. D'abord, merci pour l'invitation. Hein. Et je salue tous vos auditeurs. Et je dis juste au passage que je suis en train d'apprendre le kabyle. Hein. Ah, super, une bonne nouvelle. Oui. Donc, la prochaine fois, peut-être qu'on fera un entretien en kabyle. Bien, alors très rapidement, parce que maintenant, les gens commencent à habituer, disons, à la triple casquette que je porte. D'ailleurs, c'est maintenant qu'on me présente à la presse ou dans les colloques, etc. Donc, je suis écrivain, chroniqueur et professeur d'anthropologie linguistique à l'université d'Oran 2. Donc voilà, pourquoi ces trois casquettes? Parce qu'en fait, j'ai publié dans les trois domaines. J'ai publié dans, bien évidemment, plusieurs ouvrages en anthropologie linguistique, des romans et des nouvelles, donc dans le registre littéraire, et trois recueils de chroniques. Et le dernier paraîtra, parce que malheureusement, le quotidien Liberté a été donc décimé. Et donc, toutes les chroniques que j'écrivais à Liberté, je vous informe qu'ils sortiront à la rentrée, donc très bientôt, dans la même maison d'édition, les éditions France Fanon. Donc voilà, écrivain, chroniqueur, professeur d'anthropologie linguistique. أكن سلامد مس ربح سباع دويني جلان ذا نغماس ذا جورناليست دويني تاني تسون تكرونكيين ذا غورميس ليبرتين تغاثن اكتزرام ولا شي غورميس كي أكد علي لا ذا سلمت ذاويث وكل تغي يغال ذا مارو يغا أذليسيس أمزورون فاش غير أمسلاي مسيو ربح سباع donc vous venez d'écrire un livre dans le ce qui est original, 60 ans après l'indépendance de l'Algérie. Pour une fois, on voit ce que vous appelez vous-même l'Algérien, le Derija, écrit en caractère latin. La question qui va de soi, pourquoi les caractères latins et non pas les caractères arabes, par exemple? Non. Alors je dois préciser qu'il est sorti simultanément dans les deux caractères, en caractère latin et en caractère arabe. Hein. Voilà, donc j'ai les deux ici. Ça, c'est la version latine. Et là, c'est la version en caractère arabe. D'accord. Alors, pourquoi donc ce choix? On avait discuté évidemment avec mon éditeur. En fait, ce choix fait suite à une polémique qui continue d'ailleurs, hein, à propos de l'écriture de tamazight, ou bien des langues de souche amazigh. Je dirais pourquoi je préfère utiliser les langues de souche amazigh et non pas le tamazight, hein, qui est, comme vous le savez, donc un nom polynomique. Alors, une langue polynomique, pardon. En fait, vous venez de le rappeler,
60 ans après, c'est-à-dire, bon, il n'y a pas eu donc d'écriture ou de roman plus précisément, parce que c'est le premier, en langue algérienne. Alors, en fait, la décision de l'écrire dans cette langue est partie d'une constatation très simple, mais qui est en même temps une sorte d'étrangeté algérienne, une sorte de bizarrerie algérienne. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que jusqu'à l'année dernière, c'est-à-dire avant la sortie de Fahla, le paysage littéraire algérien se composait d'un triptyque. C'est-à-dire il y avait une littérature d'expression arabe, et je dois préciser qu'il s'agit de l'arabe classique, c'est-à-dire c'est une langue qui est extérieure à la société algérienne, hein, et une forme d'expression française, en langue française, une littérature, une forme d'expression française, c'est-à-dire une littérature écrite en français, et une littérature, plus récemment, une littérature écrite en langue de Sous-Chamazir, et notamment en kabyle. Donc, en fait, le paysage littéraire algérien se composait de ces trois formes d'expression, et paradoxalement, le grand absent, c'est la langue la plus parlée. Quand je dis la plus parlée, je ne dis pas qu'elle domine ou elle est préférable. Non, statistiquement parlant, l'algérien est la langue parlée par l'ensemble de la population algérienne, y compris, et je tiens à le préciser, y compris par les personnes qui ont d'autres langues natives. Parce que, contrairement à l'idée partagée selon laquelle on parle d'une langue maternelle au singulier, ben chez nous, on a la chance d'avoir plusieurs langues natives. On a le Terbailit, on a le Téchéouit, on a le Tamzabit, on a le Tergui, on a le Téchlhit, et on a l'algérien, qui est une langue native. Alors, l'avantage, c'est que, bon, toutes les personnes nées dans ces différentes langues natives parlent l'algérien. Vous pouvez aller à Tizi, vous pouvez aller à Annaba, vous pouvez aller à Batna, vous pouvez aller à Adrar, vous pouvez aller à Bchar, parler l'algérien, vous n'avez pas besoin de traducteur. Donc, c'est la langue qui est parlée par tous les Algériens, lettrés ou non. C'est la langue donc, de la quotidienneté, la langue de l'ensemble des Algériens. Voilà. Et donc, je me suis dit, pourquoi priver cette population qui est la plus nombreuse d'une écriture dans sa langue? D'ailleurs, je dois vous dire juste au passage, là on est dans l'introductif, pour la sortie officielle de Fahla, qui est donc en octobre dernier, 2021, bon, la sortie officielle s'est faite au théâtre régional d'Oran. Hein. C'est quand même un endroit très, très symbolique, très chargé symboliquement. Et d'abord, on a été étonnés parce que mon éditeur était présent. Mon éditeur et moi, par la présence nombreuse des gens qui sont venus donc discuter de. Et on était très agréablement surpris d'entendre plusieurs personnes dire nous avons enfin un roman dans notre langue, un roman donc, qui est écrit dans une langue que l'ensemble des Algériens comprennent. Voilà. En effet, j'ai vu ça, monsieur Sba. Je remercie au passage, vous l'avez cité, votre éditeur Amban, à qui je remercie beaucoup parce qu'il m'a mis en contact avec vous. Donc, Oui. c'est un livre qui a eu un grand succès, qui a impressionné. Absolument. Ce que vous dites principalement au sujet de l'algérien, de parler algérien, j'ai fait une contribution il y a à peu près en 2016 au journal Matin d'Algérie sur 4 chapitres. Le maltais, le parler algérien et une langue officielle transcrite en caractère latin. Donc, oui, le maltais, je trouve que c'est un bon exemple. C'est un excellent exemple. Exactement. Je cite souvent d'ailleurs. Oui. Je vous invite à le lire, hein, parce que tu peux le trouver sur. Ah oui, non, vous pouvez être sûr que je vais la lire juste à la fin de l'émission. D'accord, très bien. Je vais vous envoyer les liens. C'est bien le Matin d'Algérie. Le Matin d'Algérie, je vais vous envoyer les liens. Il y en a 4 magnifique. parties. À la fin même, j'ai dit pourquoi pas l'algérien ne devrait pas s'écrire en caractère latin et pourquoi aussi ne pas s'inspirer même
des inscriptions latines que nous a laissé Mouloud Mamri pour le kabyle et le tamazight en Exactement. général. À la fin, j'ai donné quelques chansons de Dahman El-Harachi et El Hasnaoui, Slimane Azem, chantées en langue arabe algérienne, où je les ai transcrites en caractère mamérien, où j'ai dit, oh, le caractère mamérien, le caractère gréco-latin que Mamri nous a lissé et nous a ligué, il est beaucoup plus facile que les caractères maltais. Maltais, c'est plus compliqué, le A, le Q, etc. Exact. Nous, c'est encore plus facile. Donc, voilà. Vous avez bien fait de citer Del Molo de l'Airhmo, parce qu'il a ouvert des pistes extraordinaires donc en matière de recherche dans les sciences du langage, etc. Il l'a fait avec profondeur, objectivité et humilité. Et donc, je vous remercie parce que je tiens à lui rendre hommage donc à travers vous et à travers cette chaîne. Maintenant, l'exemple du Maltais, effectivement, il est excellent. Moi, je n'aurai pas l'occasion de le citer. D'ailleurs, j'ai été plusieurs fois à Malte. J'ai même visité l'université de La Valette et j'ai vu qu'il y a un certain nombre de disciplines qui sont enseignées au maltais. Il y a maintenant un autre exemple que je donne également, c'est celui de Madagascar. Vous savez que le Madagascar, bon, qui a une expérience en matière linguistique, c'est-à-dire à peu près similaire, parce qu'eux-mêmes bon, avaient hérité de la langue française, comme nous, mais au lieu de choisir une langue extérieure à Madagascar, ils ont préféré retourner au malagasy. Ils préfèrent dire le malagasy et non pas le malgache. Bon. Et donc, en fait, ce sont deux expériences similaires. Et bien évidemment, Malte a précédé. Mais ça veut dire que c'est possible. Il y a des sociétés qui sont revenues à leur langue native. Même parfois, il y en a plusieurs, comme chez nous. C'est une richesse extraordinaire. Nous avons plusieurs langues natives. Nous avons le Terbailit, nous avons le Tachawit, nous avons le Tamzabit, le Tergi, le Tachelhit, l'algérien. Ce sont des langues magnifiques. Alors, on peut juste signaler au passage que, bon, dans beaucoup de pays africains, ils ont cette même richesse linguistique, tout est si bien. Ils ont créé ce qu'on appelle les ministères des langues. Au Sénégal, il y a un ministère des langues. Dans plusieurs pays, il y a un ministère consacré aux langues. Et en fait, ce sont des langues qui vivent en toute convivialité. Maintenant, il faut dire que la constitutionnalisation du tamazight a aussi un peu encouragé dans ce sens. Mais il y a beaucoup d'Algériens qui sont de langue native autre que le kabyle, qui apprennent le kabyle. D'ailleurs, entre parenthèses, je vous informe que Fahla est en traduction en kabyle. Hein. Ah, c'est une bonne nouvelle. Ça, oui, c'est une bonne nouvelle. Et c'est grâce à une initiative d'un grand linguiste que vous connaissez sans doute, un grand ami à moi, en l'occurrence Abdelrazak Dourari. Ah oui. Abdelrazak Dourari, qui est sommité en matière de… Donc, c'est lui qui encourage donc, la traduction du Fahla en kabyle. Super. Et évidemment, bon, mon éditeur Ammar, que vous connaissez, est d'accord. Donc là, on est en train de régler les derniers détails techniques pour qu'il sorte très prochainement en kabyle. Hein. Et ça, pour moi, c'est une grande victoire parce que, en fait, cela montre la grande proximité culturelle, linguistique, éthique, philosophique entre l'algérien et le kabyle. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun conflit linguistique entre nos langues. Bien au contraire. Moi, je dis, et là, c'est le chercheur en anthropologie linguistique qui parle, parce que je l'ai montré dans des ouvrages. Hein. Je peux vous en citer quelques-uns si vous voulez. Sinon, vous pouvez les voir sur Internet. En fait, nos langues, bon, puisque j'ai cité le kabyle et l'algérien, ils se sustentent mutuellement, ils se nourrissent mutuellement. Il n'y a absolument aucune guerre entre les langues. Ce sont des constructions idéologiques. Même, monsieur Sbel, pour ceux qui se rappellent, parmi les principales revendications du mouvement culturel berbère de 1980, si vous vous souvenez bien, Tamazight et l'arabe algérien. Exactement. Ça, je l'ai noté quelque part dans une contribution. Hein.
J'ai été dans un colloque organisé à la Sorbonne la semaine dernière, hein, à propos justement de 60e anniversaire de l'Algérie. Vous pouvez le trouver, il est sur Internet. C'est le Sorbonne Panthéon. C'était le 23, le 24, le 25 juin dernier. Donc, c'était la semaine dernière. Hein. Je vais trouver. Et j'en ai parlé. J'ai dit qu'en fait, depuis la nuit des temps, c'est-à-dire qu'on peut à la limite monter jusqu'au punique, hein, les langues algériennes, c'est-à-dire bon, le libique qui a donné toutes les langues de matrice amazigh par la suite, le punique, le latin, etc. Bon, vivait dans une convivialité. Il n'y a jamais eu de guerre entre les langues. C'est une invention idéologique, hein, malfaisante. Bien au contraire, il faut s'enorgueillir du fait d'avoir un patrimoine linguistique aussi varié et aussi riche. Super. Alors, j'aimerais bien revenir à ce sujet-là, mais auparavant, avant d'oublier, on est toujours dans la même perspective de comparaison entre les pays. On a cité Malte, vous avez cité Madagascar, mais je vous cite aussi un autre pays que j'ai visité et qui m'a impressionné, c'est l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, ils ont 11 langues officielles, monsieur Sba. Et vous savez, c'est quoi les langues officielles? C'est quoi les langues officielles? C'est à peu près l'équivalent en Algérie de l'arabe algérien, le français, le tarveilif, le tachawit, le mzab, le telgui, le chnawa, le ceci, cela, 11 langues officielles, le zoulou, c'est les langues, vraiment c'est impressionnant. Je me suis dit, si l'Algérie aurait démarré sur la même base, peut-être qu'il y aurait eu l'Afrique du Nord versus l'Afrique du Sud. L'Afrique du Nord, l'Algérie, qui aurait été un grand pays de renommée mondiale, très développé, aussi longtemps qu'on n'a pas réglé cette problématique identitaire et linguistique. C'est pour ça que ça explique en grande partie la raison pour laquelle on est en train de baigner dans une crise multidimensionnelle. Parfaitement. Ben, je vous remercie. J'ai eu l'occasion de le constater parce que j'ai été donc en Afrique du Sud à 2 ou 3 reprises. Il y a d'autres pays africains, hein. Il y a d'autres pays africains qui ont opté aussi pour l'officialisation de plusieurs langues. Maintenant, pour le cas de l'Algérie, d'ailleurs, vous pouvez l'écouter dans une émission littéraire que vous connaissez peut-être, c'est la chaîne 3, ils sont Papier Bavard. Donc, il y a le podcast, hein, vous pouvez l'écouter, vous cherchez donc Fahlas, chaîne 3, etc. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? D'ailleurs, mon ami Ammar, l'éditeur, m'a dit tu peux être sûr que ce passage va être censuré. Bon, moi, on va le dire et on verra. Pour revenir à l'idée que vous avez développée, j'ai dit à Youssef Sayah, en l'occurrence l'animateur de l'émission, exactement ce que vous venez de dire. On a raté le coche en 1962. Au lieu de se précipiter pour remplacer la langue française par une langue extérieure à la société algérienne. Je dis bien, c'est une nuance que j'ai introduite dans un bouquin qui s'intitule L'arabisation dans les sciences sociales. J'ai dit la langue arabe classique n'est pas étrangère à la société algérienne, mais elle lui est extérieure. Elle lui est extérieure. Elle n'est pas inconnue, elle n'est pas étrangère, mais elle est extérieure à la société algérienne. Tandis que l'algérien, le kabyle, le chewi, le mzabi, le tergui et la variété de Tachlhit, bon, j'ai dit, c'est à ce moment-là qu'il fallait les promouvoir. C'est à ce moment-là qu'il fallait faire la promotion de nos langues natives progressivement. Moi, je crois qu'en 60 ans, on aurait pu atteindre aisément, peut-être même avant, hein, leur statut académique et leur possibilité d'être des langues d'enseignement et de transmission du savoir. Bah, c'est un exemple que je n'aime pas tellement citer, mais prenons l'exemple de l'hébreu. L'hébreu, ils construisent bien la bombe atomique avec. Bon, c'était considéré comme une langue morte, même plus morte que l'algérien ou le kabyle. Le kabyle, et par la suite, bon, toutes les variantes
Oui. de matrice ou des choses amazigh ont traversé des siècles. Et elles étaient en contact, toutes, avec d'autres langues. Euh, euh, à l'époque, une grande figure algérienne, en l'occurrence Saint-Augustin, Saint-Augustin qui est le chantre de la catholicité, écrivait en latin. Mais il était perçu comme étant un habitant de l'Algérie. Enfin, ça ne s'appelait pas encore l'Algérie, mais c'est toujours le même territoire. Hein. C'est le même territoire, le même espace, etc. Donc, en fait, pour résumer tout ça, moi, je crois qu'il faut au contraire, encourager la convivialité des langues au lieu de les monter les unes contre les autres. D'accord. Une question donc technique, M. Sba. La transcription latine que vous avez adoptée, est-ce qu'elle ressemble de celle de Mouloud Pharaon? Par exemple, le OU, c'est pour le OU, le KA, c'est pour le KHA, ou celle. Oui. En partie, elle s'inspire effectivement de l'écriture de Pharaon. Mais on a convenu avec mon ami Ammar, que vous connaissez, avec l'éditeur, on s'est dit, on va sortir donc cette première version, parce qu'elle est appelée donc à être perfectible, elle est perfectible. Hein. Et moi, je prends l'autre casquette, c'est-à-dire en tant que chercheur en anthropologie linguistique, avec une petite équipe au niveau de l'Université d'Oran et en relation avec mon ami Dourari, d'autres linguistes comme Khawla Talib Ibrahimi, etc. Bon, on réfléchit. Hein, donc, moi, je vous le dis tout de suite, Serachid, un terme qu'on n'aime pas tellement, c'est-à-dire le terme standardisation. Oui. Je vais vous dire pourquoi on ne l'aime pas. En fait, il ne s'agit pas de standardiser l'algérien. Et à propos de Tamazight, ça pose d'ailleurs un sérieux problème, parce que, comme vous le savez, d'ailleurs, même l'appellation Tamazight est problématique, parce que c'est un projet politique qui veut fédérer plusieurs langues. C'est ce qu'on appelle une langue polynomique, le Tamazight. C'est-à-dire, est-ce qu'on pose de plusieurs langues, c'est-à-dire le Baïdi, le Tchaoui, le Mzabi, etc. L'algérien n'est pas une langue polynomique. C'est entre guillemets, un petit avantage. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est une langue, disons, mononomique, hein, puisque c'est le même algérien, avec quelques nuances lexicales d'une région à l'autre, mais c'est la même langue. C'est-à-dire la morphologie générale, les structures syntaxiques, etc., sont les mêmes. On est OK. Maintenant, donc, cette version de Fahla en caractère latin, elle est perfectible. Il n'y a pas de problème. Je me suis inspiré effectivement des expériences qui ont précédé, que vous venez de rappeler, mais nous sommes conscients qu'elle est à parfaire. Elle est à parfaire. Et là, c'est-à-dire on quitte le registre littéraire pour donc s'atteler à l'aspect scientifique et académique que nous sommes en train de mener avec une petite équipe de recherche en sciences du langage. Ceci dit, alors je vais vous dire une chose, Serachid, qui va certainement vous étonner, parce que moi-même et mon ami Ammar, on a été étonnés. Figurez-vous que les deux versions sont sorties simultanément. Et figurez-vous que jusqu'à présent, les deux tiers des ventes, c'est la version en caractère latin. En Algérie, je dis bien en Algérie. C'est quand même extraordinaire. Donc, même l'opinion publique, elle est ouverte à la. Absolument. Elle est ouverte à. Alors, si vous permettez, Serachid, moi-même, bon, ce qui m'a encouragé, bon, d'abord, comme je vous l'ai dit, c'est pour tourner le dos à cette fameuse polémique qui pollue l'écriture de Tamazight. Est-ce qu'on l'écrit en ceci, est-ce qu'on l'écrit en cela? Nous, d'emblée, on a décidé de le sortir dans les deux caractères. Pour dire, bon, on ne peut pas écrire l'Algérie anti-Finard, hein, donc, mais on peut l'écrire en caractère latin, en caractère. Mais moi j'ai longtemps observé donc la réalité linguistique algérienne. D'abord et avant tout, les réseaux sociaux, Serachid. Les réseaux sociaux, bon, y compris, et c'est ça qui est intéressant, là c'est le sociologue qui vous parle,
C'est-à-dire toute cette génération Facebook, qui a été scolarisée en langue arabe dite standard, eh ben, elle envoie ses SMS, elle envoie ses messages en caractère latin, hein, par téléphone, par Facebook, Instagram, etc. C'est rare quand vous trouvez des messages écrits en caractère arabe. Deuxième observation, et ça c'est depuis quelques années en Algérie, vous pouvez le constater dans les rues, les grands panneaux publicitaires, hein, pour vanter tel ou tel produit s'écrivent maintenant en algérien et en caractère latin. Ouais. C'est-à-dire, bon, pour ne pas citer le nom des compagnies, il y a des compagnies de téléphone ou d'autres choses, etc., envoient leur message en algérien écrit en caractère latin. Ça veut dire que quand même, le réel doit être pris en considération. Et bon, tout ça m'a encouragé, avec mon ami Ammar, pour sortir donc ce fahla en caractère latin. Il y a une autre grande surprise, il s'est vendu plus que la version en caractère arabe. Eh bien, Monsieur Sba, vous êtes un avant-gardiste dans ce sens-là. Même le grand écrivain égyptien Taha Hussein, qui est né en 1889, décédé en 1973, et là, il était un avant-gardiste, il a dit qu'il arrivera un jour où la langue arabe doit s'écrire absolument en caractère latin. Et on parle de la langue arabe formelle, hein, absolument. Et pas uniquement. Absolument. Il y a un courant de pensée libanais aussi qui sont en train d'écrire en caractère latin pour le libanais. Donc, voilà, donc c'est juste pour… Et en Tunisie aussi, c'est Rachid. En Tunisie, il y a aussi quelques expériences dans ce sens. Je suis en relation avec… Il y a une association qui s'appelle Derja. Encore que moi je vous dis, j'ai banni de mon langage le terme de Derja, Ammiya, dialecte, etc., etc. Parce que je préfère parler de l'algérien au même titre que… Vous savez, pourquoi on dit l'italien, le portugais, le roumain, l'ukrainien, le russe, le chinois? Mais quand on veut parler de la langue algérienne, on dit Derja, l'Ammiya, Shabiya, les plus généreux disent dialecte algérien. Oui, mais pourquoi on ne dit pas l'algérien tout simplement? Parce que de toute manière, dans la linguistique moderne, on n'utilise plus la notion de dialecte. C'est une notion du 19e siècle, qui veut dire tout simplement que c'est une langue qui n'est pas souverainisée, une langue qui n'est pas officialisée, tout simplement. Bon, mais moi, je plaide pour l'usage de la notion d'algérien au même titre que l'italien, le portugais, le français, le chinois, le russe, etc., etc. Tandis que chez nous, on parle de notre propre langue, ce qui est une forme de déni d'ailleurs, une forme de déni qui verse dans le mépris de soi, en fait. Un déni est le premier pas dans le mépris de soi. Le déni de sa propre langue est le premier pas dans la haine de soi. Je dis, en fait, quand on veut parler de notre propre langue, on la désigne par qualificatif allusif. On ne dit pas c'est l'algérien. Pourtant, on dit bien le kabyle, on dit bien le tergui, on dit bien le mzabi, on dit bien le chaoui. Mais quand on arrive à l'algérien, non, c'est derija, c'est l'ammiya, c'est shabiya. Pourquoi pas le jazairiya? Tout simplement, l'oura jazairiya, elle est parlée par les Algériens, comme les Portugais parlent le portugais, les Italiens parlent l'italien, etc., etc. Voilà. Donc, en fait, c'est un recadrage au niveau même de l'usage de la notion. C'est-à-dire que, bien évidemment, il y a des chercheurs qui continuent à utiliser la notion de Derja. Il y a même notre maison d'édition qui a publié un ouvrage qui a pour titre Après le Tamazirt Derja, un ouvrage de mon ami, collègue linguiste, Abdou El Imam, que vous connaissez sans doute. Je le connais, oui. Et donc, moi, je lui dis, quand le livre est sorti, je l'ai dit à Amal, je l'ai dit à Abdou. J'ai dit, écoute, il m'a dit, écoute, c'est long à expliquer, l'algérien. Il m'a dit, les gens comprennent. Quand on dit Derja, ils comprennent. Il m'a dit, écoute, l'unité de base en épistémologie, c'est commencer à bousculer les certitudes.
C'est pas parce que on a complètement intériorisé l'idée que l'Algérien s'appelle Derja qu'on continuera à l'appeler Derja. Voilà. Voilà. Mais Abdoulaye même, je pense, c'est un autre qui il appelle le Maghrébi. Est-ce Le que. Maghribi, oui. Non, en fait, lui, son premier ouvrage Ouais. s'appelle Derja alias le Maghrib. Donc, il utilise la notion de Derja. Hein. Bon, c'est vrai qu'il est intéressant dans le sens où, comme je l'ai dit tout à l'heure, bon, lui-même fait monter dans cet ouvrage, c'est son premier ouvrage, hein, il fait remonter, pardon, il fait remonter l'histoire des langues algériennes, hein, des langues algériennes à l'époque punique. Hein. Moi, je partage avec lui cette idée. Bien sûr, ils ont évolué au contact d'autres langues, etc., etc., etc. Donc, lui, il continue à utiliser la notion de Maghribi. Et je lui ai dit aussi, je lui ai dit, moi, je ne suis pas d'accord. D'ailleurs, on m'a posé la question la semaine dernière à la Sorbonne. Hein. On m'a dit, pourquoi vous utilisez l'algérien et non pas la notion de Maghribi qui est utilisée par Abdelimam. J'ai dit, pour une raison toute simple. D'abord, la notion de Maghreb, hein, d'où vient le Maghribi, est une notion qui est connotée politiquement. Ce que j'ai toujours dit, idéologiquement parlant, le terme Maghreb doit disparaître du langage des Algériens. Parce que on ne connaît que le monde arabe, c'est l'ouest du monde arabe. On n'a rien à voir avec. Non seulement il doit disparaître, mais il faut corriger